Nous restons donc en Éthiopie où nous évoquons donc la situation du Boeing 737 MAX. C'est un avion à problème. Et Constant Lemou, je disais qu'il y a un ancien de Air Afrique qui disait qu'aujourd'hui, Ethiopian, c'est vrai, même si on dit que la responsabilité de ce crash incombe plus à l'avion, mais dit que Ethiopian est aussi victime de son succès parce que la compagnie a connu un succès phénoménal et il y aura des difficultés à gérer ce succès-là. Au fait, la compagnie Ethiopian Airlines a connu ce succès fulgurant après l'échec de Air Afrique. Et je pense que c'est une saine gestion qui a été appliquée à cette compagnie. Et c'est une fierté, comme le disait mon frère Diagwabi, c'est une fierté pour l'Afrique que cette compagnie ait réussi. Aujourd'hui, le crash vient un peu ternir l'image de Ethiopian Airlines parce que, bon, c'est la compagnie qui a, disons, acquis l'avion. C'est pas la compagnie que le voyage n'a pas abouti, c'est vrai, mais aucune faute matérielle n'est imputable à la compagnie, dans la mesure où, jusqu'à présent, toutes les informations autour de ce crash incombent. La responsabilité entière incombe au constructeur. Ethiopian Airlines est une compagnie de transport. Ce n'est pas une firme de conception et de construction des avions. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, si Ethiopian Airlines n'a que des Boeing MAX, ce sera un peu difficile. Ce sera un peu difficile pour cette compagnie, mais je pense que la confiance reviendra rapidement parce que je suis sûr que cette compagnie Ethiopian Airlines a encore d'autres appareils qui ne sont pas des appareils MAX. Ce n'est pas seulement en Éthiopie que les appareils Boeing remis en cause, mis en cause la sont Chine, même les États-Unis ont cloué, voilà, le Canada, la France. Donc c'est pratiquement toutes les compagnies du monde qui utilisent les Boeing, qui ont pris la décision de clouer les appareils au sol en attendant de savoir mieux pour ne pas faire courir de ces risques aux passagers. Et puis pour ajouter à ce que M. Lemou a dit, il faut noter que cette nouvelle gamme d'appareils, les Boeing 737 MAX, sont de nouveaux avions qui sont sortis dernièrement de l'usine de Boeing. Et donc beaucoup de compagnies aériennes les ont achetés parce que ça présente plus de confort, plus de charme, plus de facilité, etc. Et le côté aussi informatique de l'avion est tellement avancé que le pilotage automatique peut être déclenché à tout moment selon l'attitude de l'avion. Et donc beaucoup de ces compagnies les ont acquis pour permettre à leurs voyageurs de se sentir vraiment à l'aise dans les avions. Et ça a permis, pendant très longtemps, pendant quelques temps après la sortie de ces avions, ces compagnies les ont adoptés et beaucoup de voyageurs ont voyagé sur ces avions-là. Mais malheureusement, il y a, en l'espace de 6 mois, 2 avions de cette compagnie, de cette usine ont crashé. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des crashs, il y en a. Et heureusement que c'est une firme américaine. Quand on parle de Boeing, je pense quand même qu'il faut lui céder la place qu'il lui faut parce que c'est l'un des meilleurs constructeurs d'avions au monde. Et donc, heureusement que c'est une firme américaine qui a promis aussi de s'investir pour voir ce qui s'est réellement passé et passer maintenant à l'étape des corrections, de formation, de correction pour qu'à l'avenir, il n'y ait plus ces crashs-là. C'est quand même assez... Quand on a vu les images, ça fait très mal. Quand vous assistez à un crash, ça fait vraiment très mal de savoir que vous êtes dans un avion et que vous ne pouvez rien faire, vous allez directement à un crash, à la mort direct. Ça fait vraiment mal, mais je pense que ça fait partie aussi des risques qu'on prend lorsqu'on choisit de voyager en avion. Alors, au-delà de ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas, cette défaillance ne s'explique pas par cette course effrénée parce qu'on sait que Boeing et Airbus se livrent une concurrence vraiment très rude et c'est à qui produira le plus, à qui produira le mieux. Donc cette course effrénée fait qu'on est un peu moins regardant sur certains détails de l'appareil. Oui, ça peut aussi expliquer par là, puisque
à ce niveau-là, je pense que toutes les hypothèses, tous les coups sont possibles. C'est une question de concurrence. Le marché est là, qui voudrait être le tout premier. Et donc, la bataille est rude. Mais quelqu'un l'a dit, je crois quand même que ce qui s'est passé là, heureusement, c'est vraiment une marque américaine. Heureusement ou malheureusement aussi, parce que on sait le côté négatif de la chose. Qu'avec les Américains qui ont promis vraiment faire en sorte que les défaillances puissent être remontées et que le monde entier puisse être situé. Parce que là, ce n'est pas seulement Ethiopian Airlines seul qui sera frappé, même si c'est Ethiopian Airlines qui reçoit plus le coup, parce que vu qu'en intervalle de 6 mois, c'est sa compagnie qui, justement, a eu ce mauvais sort. Le premier, c'est pas Ethiopian, le premier, c'est Lion Air. C'est le même appareil. C'est ce que le monde entier, de manière générale, c'est les meilleurs avions, tels qu'on les prend. Donc, ça voudra dire que rapidement, cette nouvelle marque-là doit pouvoir être retirée du marché et que un travail de fond soit fait sur l'appareil. Donc, vivement que cela puisse être ainsi. Mais quand même, il faut reconnaître, il n'y a pas de risque zéro. Quand on voyage, même en voiture, à moto, c'est pas un souhait. Tous les déplacements sont risqués. Espérons que, l'usine de fabrication puisse vraiment s'atteler à la tâche, de sorte que les meilleures conditions de voyage puissent nous rassurer. Alors, mais au-delà aussi, Constant Lemoine, est-ce que les avions ne sont pas, parce que après le crash, j'ai vu un tweet de Donald Trump qui disait qu'aujourd'hui les avions sont tellement perfectionnés que il pourrait arriver qu'il n'ait même plus besoin de pilote. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? Trop compliqué, trop informatisé au point où l'homme n'a plus pratiquement grand rôle à jouer. Oui, c'est l'excès de confiance en la science qui crée de ces problèmes. Et je pense que certains philosophes l'avaient déjà prédit en disant que l'homme deviendra ce sorcier qui a peur du monstre qu'il a lui-même créé. C'est cela. Aujourd'hui, ni le technicien, ni le pilote, moins encore quel passager que ce soit, totalement impuissant devant ces risques de crash, personne. Mais il faut reconnaître aussi, quand on prend l'exemple du Togo, le nombre de morts accidentelles au Togo, ce n'est pas... Je pense que pour l'année, on a eu plus de 500 morts. Ce n'est pas par avion. Donc, nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons que chercher à ce que la science soit améliorée, qu'elle soit beaucoup plus rassurante. Qu'on court moins derrière le gain facile ou le maximum de profit pour être beaucoup plus rassurant pour les passagers. Parce que là, dans l'air, il n'y a pas possibilité de garer, voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand il y a rupture des transmissions, c'est le crash tout de suite. Il vaut mieux, avant de décoller, avant même de mettre un avion dans une compagnie, il faut vraiment s'assurer que la technologie est nickel. Il y a vraiment risque zéro, même si ce risque zéro n'existe pas. D'accord. On va changer maintenant de sujet. On redescend sur terre. On va en Gambie. Le président gambien Adama Barrow a limogé vendredi son vice-président, l'ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh Ousseynou Darboué, et 2 de ses ministres sur fond de tension entre le chef de l'État et la direction du parti dont il est issu. Adama Barrow, candidat du Parti démocratique uni UDP, avait battu lors de la dernière présidentielle en 2016 Yahya Jammeh, qui avait dirigé le pays pendant 22 ans. Chef de l'UDP, Ousseynou Darboué, avocat et défenseur des droits de l'homme, n'avait quant à lui pas pu prendre part à ce scrutin car il purgeait à l'époque une peine de 3 ans de prison. Après le départ de Jammeh, Ousseynou Darboué a été gracié par Adama Barrow, qui en a fait son ministre des Affaires étrangères puis son vice-président à partir du 30 juin 2018, et les relations entre les deux hommes se sont détériorées ces derniers mois. Et l'UDP, première formation du pays, qui soupçonne Adama Barrow de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause, le Barrow Youth Movement for National Development, en parti politique. Voilà, Ali le Grand, Adama Barrow est maintenant vraiment tombé dans la sauce politique. Ah oui. Il faut se consolider, il faut faire en sorte que la chaise soit solide. Et quand on voit l'adversaire venir, il faut faire en sorte que,
son alentour, son entourage immédiat, on puisse bénéficier de sa confiance en toute totalité. Oui. Si le vice-président et les ministres dont on a limogé là, tout ce beau monde-là, ne se retrouvent pas dans la logique du président, ben, écoutez, celui qui est là aujourd'hui, c'est moi, je suis le prince, et donc par conséquent, à l'instant T, il a le pouvoir de les démettre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Puisque nous sommes en politique, tous les coups sont possibles. Ben là, il faut dire que le monsieur, il est venu, il est à son premier mandat, et il est en train de baliser la voie pour pouvoir quand même passer au second mandat. Comme quelqu'un le dit en Afrique, il est rare que les gens puissent faire un seul mandat et partir. Il est venu avec tous les soubresauts qu'il a eu avec Yaya Jammeh, qui est parti. Bon, il a failli, la présidente même a failli le rater, ou il a failli rater la présidence, ce monsieur Barrow. Puisque finalement, après les résultats, il y a l'autre qui n'a pas voulu partir. Il a fallu que l'autre prête serment, le Barrow qui est là actuellement prête serment carrément dans l'ambassade à l'extérieur. Donc, essayer de voir un peu. Maintenant qu'il a goûté aux délices du pouvoir, il veut vraiment s'asseoir pour s'assurer de la quintessence de tout son poids. Donc je pense que la machine est en œuvre pour le prochain mandat. Justement, David Diaguabi, ça pose un problème parce que quand Adama Barrow prenait le pouvoir, il y avait un accord entre les opposants. Il devait faire que 3 ans et après il réorganise des élections qu'ils appelaient démocratiques pour permettre à tout le monde de participer. Après, Adama Barrow a dit non, on ne peut pas changer un pays en 3 ans. Je vais finir les 5 ans, mais là, il lorgne un second mandat. C'est son droit le plus absolu de chercher à aller à un second mandat. Et il le fait si bien déjà, puisqu'il a besoin de marquer son territoire. C'est lui l'autorité. Et ce qu'il a traversé avant d'arriver au pouvoir, ce n'est pas facile. Quand on sait un peu ce qui s'est passé après les élections, où Yaya Jammeh ne voulait pas partir. Et donc, Ousseynou Dabo n'est pas n'importe qui aussi. C'est l'un de ses opposants qui a créé trop de problèmes à Yaya Jammeh, jusqu'à ce que l'ancien président ne décide un beau matin de l'enfermer pour pouvoir être tranquille. Il a fait. C'est un homme qui est très connu, qui est très populaire. Et Barrow avait surfé sur lui pour asseoir sa présidence au tout premier début de la prise du pouvoir. Mais aujourd'hui, il se rend compte que 2 chefs ne peuvent pas diriger un pays. Et donc, il prend ses distances, il prépare son 2e mandat, ce que la constitution gambienne lui permet aussi. Et donc, Adama Barrow n'est pas venu pour faire un seul mandat et repartir. Il est venu pour remettre la Gambie sur les rails, d'après ce qu'il a dit lors de sa campagne électorale. Et pour cela, il a besoin d'avoir de l'autorité pour imposer justement son pouvoir. Alors si Ousseynou Dabo, qui s'estime heureux, qu'il n'ait pas été mis en prison, il a été démis de ses fonctions, ça veut dire qu'il a toujours son costume d'opposant. S'il veut s'opposer au pouvoir de Barrow, c'est son choix. Mais aujourd'hui, je pense quand même que Barrow a besoin d'espace pour contenir toutes les velléités qui voudraient lui créer de l'ombrage pour son second mandat. Et c'est pour cela qu'il a pris cette décision en limogeant le vice-président, en limogeant 2 de ses ministres les plus influents pour avoir tout le pouvoir à diriger ce pays. Et la mise en place de son mouvement, c'est son droit de créer un mouvement ou un parti politique. S'il veut un parti politique, il le crée. En France, c'est un mouvement qui est arrivé au pouvoir avec Macron. Barrow avait un mouvement qu'il a porté au pouvoir. Aujourd'hui, il veut transformer ce mouvement en parti politique. Je pense que la loi gambienne le lui défend. Mais même si on suppose, Constant Lemou, que Barrow a tous les droits de faire ce qu'il fait, il ne faut pas oublier qu'il y avait un accord entre les opposants quand il venait au pouvoir. Bien sûr. Au fait, Adama Barrow n'était pas le candidat naturel du parti. C'est plutôt son vice-président qui vient de limoger, qui était le chef du parti et qui devrait être candidat face à Yaya Jammeh. Et Adama Barrow était trésorier, si j'ai bonne mémoire, était trésorier du parti. Et bon, disons, c'est parce que le fruit était mûr en Gambie que Adama Barrow a réussi à se faire élire, parce que les Gambiens en avaient effectivement marre de Yaya Jammeh. Il fallait forcément aller à l'alternance. C'est ce qui a profité
à Adama Barrow. Aujourd'hui, qu'on le veut ou non, quand il a pris le pouvoir, oui, il a libéré le président du parti, qui devient son ministre des Affaires étrangères, puis vice-président, comme vous l'avez dit. Ce qui est sûr, en politique, quand on n'a pas encore le pouvoir, on ne peut pas s'estimer capable de le gérer mieux que qui que ce soit. Oui. C'est vrai, c'est Ousseynou Darboe qui était président du parti, mais il n'était pas le plus expérimenté. Il n'avait pas d'expérience en matière de gouvernance. Au pouvoir, il n'avait pas d'expérience. Mais à partir du moment où c'est Adama Barrow qui est devenu président et lui vice-président, en un an, ce qui est sûr, Adama Barrow a acquis plus de force, plus de pouvoir que son ancien chef du parti. L'appétit venant en mangeant, naturellement, Adama Barrow a goûté et qui goûte prend goût. Il a pris goût d'être au pouvoir, de se maintenir. Et puis, le mandat, même s'ils s'étaient mis d'accord que les 3 ans devraient être considérés comme une période transitoire qui va servir à préparer les élections auxquelles tous les candidats de l'opposition devraient participer. Aujourd'hui, Adama Barrow est dans ses droits d'assumer les 5 ans et même d'envisager se représenter. C'est de la politique. Et en politique, comme mon frère l'a dit, tous les coups sont permis. Et pour le moment, il n'a donné aucun coup à personne. Sauf qu'il a tout simplement renoncé au contrat. Cela n'évite pas que les élections prochaines, au bout des 5 ans, soient des élections transparentes, qu'il peut gagner ou qu'il peut perdre. Mais je voudrais même dire que là, je pense que toutes les cartes sont possibles maintenant si le monsieur il est carrément en train d'envisager transformer ce mouvement-là en parti politique, comme beaucoup le disent, comme quoi c'est représenté par en majorité par les jeunes. L'autre qui vient d'être démis de ses fonctions, qui a été gracié par le même Adama Barrow, je pense que il peut maintenant s'opposer dans tous les sens au président, et s'il veut se faire candidat lors de la prochaine échéance électorale présidentielle. Donc pour dire quelque part que le souhait maintenant, c'est que le mal que la Gambie avait connu, que ce mal essentiel est que ce mal puisse être derrière nous tous, de sorte que désormais le jeu démocratique soit davantage ouvert. Si aujourd'hui il crée son parti et que lui veut se représenter comme la Constitution le lui permet, personne ne lui interdit. Maintenant, il est essentiel que le jeu soit ouvert, de sorte que ceux-là qui sont partis, si éventuellement ils sont frustrés, ou carrément, même s'ils ne sont pas frustrés, qu'ils estimaient pouvoir mieux gérer le pays que celui qui est là, c'est l'occasion. Ça permet quand même de voir plusieurs couleurs. Ça donne cette chance aux Gambiens de choisir le meilleur parmi eux. Je pense que c'est par là. Et là encore, il faut revenir sur la question de leur contrat-là, qui politiquement n'a aucun sens. Vous savez, en politique, les accords, on sait un peu ce qui c'est. D'autres en font 6 mois d'accord et finalement, ils sont là pendant des années. D'autres même peuvent aller jusqu'à 10 ans et plus. Nous sommes en politique et il n'est pas lié par cet accord-là qui juridiquement n'a pas tous les ficelles pour quand même les Mais David, est-ce qu'Adama Barrow n'est pas en train d'instaurer une crise politique en Gambie? Quelle crise? Moi, je suis un peu surpris de la position du vice-président. Et je ne sais pas s'il y a eu des accords politiques signés en Afrique qui ont été déjà respectés. Vous avez vu un peu le cas de la Côte d'Ivoire? Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui en RDC? Même le cas du Togo avec l'UFC. Oui, même chez nous. Au Bénin à côté. En Afrique, quand vous signez un accord avec votre partenaire politique... Encore politique. Attendez-vous à toutes les surprises. Adama Barrow ne crée... Il n'y a pas de crise politique en Gambie. La crise politique, c'est derrière. C'est dans le passé avec Yaya Jammeh. Il n'y a pas de crise politique actuelle parce que l'homme vient de commencer son premier mandat. Alors, si la constitution du pays l'autorise à passer à un second mandat, pour le moment, il n'a pas encore... pour le moment, il est dans son premier mandat. Et donc, si Ousseynou Darboe veut se figer sur cet accord qu'il aurait signé avec Adama Barrow, je pense quand même qu'il est en train de perdre du temps. Quelque part, j'essaie de comprendre aussi le vice-président parce que il a peur d'être frappé par l'âge. Et si jusque-là, Adama Barrow
décide d'aller à un second mandat, eh bien, Ousseynou Dabo n'a pas de chance parce que, avec son âge, etc. Et aujourd'hui, tu l'as dit, c'est Barrow qui est au pouvoir. Donc, il a toutes les manettes en main. Et donc, il veut asseoir son autorité, il arrive à le faire. Le vice-président, il coupe l'accord, il le limoge parce qu'il se dit qu'en le maintenant toujours au poste de vice-président, il risquerait de ne pas l'arranger. Et donc, aujourd'hui, si le vice-président veut devenir opposant à son ami, bah, c'est son choix. Il peut devenir opposant et combattre Adama Barrow dans les urnes aux prochaines élections. Et là, ça amène les citoyens même à avoir plus de choix. Oui, à la prochaine c'est aussi élection. ça le jeu démocratique, que d'avoir la même couleur à tous les gens. Oui, mais ailleurs, Constant, les Gambiens, ce qu'ils attendent d'abord et fondamentalement, après l'ère Jammeh, c'est un renouveau, que ce soit démocratique, économique et tout. Est-ce qu'on leur a déjà servi avant de commencer par jouer à la politique politicienne? Au fait, nous ne sommes pas encore à l'étape de la politique politicienne en Gambie. Je pense qu'Adama Barrow est déjà sur la bonne voie de relance de l'économie gambienne et disons les réformes sécuritaires. Il est en train de travailler acharnement sur ces questions essentielles dont ont besoin les Gambiens. Au même moment, il ne doit pas oublier qu'il est au pouvoir, il gère la politique du pays et toute personne qui serait tentée peut-être de compromettre sa vision, désormais c'est sa vision qu'il met en œuvre, ce n'est pas la vision de son ex-chef du parti. Et l'accord qu'il y a eu entre eux, c'est au sein du parti. Aujourd'hui, c'est la présidence de la République. C'est de la présidence de la République qu'il s'agit et les données ne sont pas du tout les mêmes. Les Gambiens, si ils ont toujours confiance, ils font toujours confiance et ils se mettent au travail avec Adama Barrow, il n'y a pas de raison que la Gambie ne sorte pas des difficultés qu'elle a connues avec Yahya Jammeh. Il y a toutes les possibilités et cette situation de désaccord sur le plan politique entre Adama Barrow et son vice-président ne remet nullement en cause les réformes engagées par Adama Barrow. À moins que quelqu'un parmi eux, ou du moins le vice-président limogé, qu'on commence à naviguer à contre-courant, à mettre les bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. Là, il aura affaire aux Gambiens qui vont vraiment, qui ne lui donneront pas le temps, parce que jusque-là, les promesses qu'ils ont tenues à deux sont en train d'être mises en œuvre. Je crois même qu'il n'a même pas d'intérêt. Le premier ministre Limogé, là, il n'a pas d'intérêt. Quelqu'un qui était à la prison, qui a été gracié avec plein d'autres personnes, et qui est aujourd'hui... Enfin, il était arrivé en tant que ministre des Affaires étrangères, ensuite vice-président pendant pratiquement 1 an, je crois. Et qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, il se retourne avec son âge. Maintenant, il doit pouvoir se reposer. Mais s'il a envie de demeurer en politique, c'est à lui de savoir faire. Sinon, il n'a pas d'intérêt à chercher à mettre le bâton dans les roues de son ex-ami, si on peut le dire ainsi, pour en tout cas mettre le pays encore dans une situation de tension ou de crise. Mais est-ce que le président Adama Barrow, lui, il a quand même le droit de se défaire aussi facilement du parti qu'il a porté au pouvoir, quand même? Samuel, j'avais dit quelque chose. Je disais que politiquement, les gens ont leur vision. Et tout est possible. Tous les moyens sont bons. C'est le résultat qui importe. Si aujourd'hui, on constate que ceux à qui il faisait confiance hier, ils estiment que même si que déjà aujourd'hui, ils peuvent construire un blocus pour lui, demain pour qu'il ne puisse pas briguer le second mandat, eh bien, il a les moyens aujourd'hui, il a les manettes en main, il passera par tous les moyens pour les mettre de côté, pour pouvoir quand même asseoir sa politique à lui. Donc, je pense qu'il est dans cette logique. Et là, nous ne sommes pas, enfin, à l'église ou bien en matière sociale, nous sommes carrément en politique. Et je crois que Barrow, étant qui était déjà aux affaires, plus ou moins connaissant un peu le fonctionnement politique dans les arcanes du pouvoir, je pense qu'il ne va pas se laisser faire. Je pense qu'il est dans sa logique. C'est plus ça. Vous voyez cette question de semblant de mésentente entre les deux personnalités. Je pense que le président du parti, Ousseynou Dabo, prend peut-être Yahya Jammeh comme un enfant qu'il a envoyé chercher quelque chose pour lui ramener. Ah non.
La conquête du pouvoir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas envoyer quelqu'un aller chercher un trophée pour lui ramener. Pas du tout. Yaya Barrow est parti. Yaya Jammeh, est parti. Adama Barrow lui a succédé. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui siège au concert des présidents du monde. Et je pense que le vice-président est suffisamment servi. Il est suffisamment servi. 1, il a été élargi de sa prison. 2, ministre des Affaires étrangères. 3, vice-président, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il est un peu pressé, ou plutôt gourmand. Il veut tout de suite que l'accord qui était conclu entre les deux, soit disant que 3 ans après, il faut organiser les élections, il attend naturellement que Adama Barrow lui restitue le pouvoir, puisque c'est lui qui devrait être candidat du parti contre Yaya Jammeh. Mais en politique, ça ne se joue pas comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut dire que la Gambie traverse une période assez instable. Et donc, les Gambiens n'ont pas accepté de se sacrifier pour faire partie de Yaya Jammeh, pour retomber encore dans une autre crise, parce qu'il y a un vice-président qui veut appliquer un accord politique qui a été signé avec l'actuel président. Les Gambiens se sont sacrifiés pour remettre le pays sur les rails. Il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, il y a eu beaucoup d'exilés qui sont partis, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été investis par le peuple gambien pour faire partir Yaya Jammeh. Et donc, en s'investissant de la sorte, c'est pour stabiliser le pays. Et si Barrow est arrivé à la suite d'un accord qui aurait été signé avec son ancien président ou avec son vice-président, il faudrait comprendre que cet accord n'engage que les signataires. Et aujourd'hui, je pense que dans l'intérêt de la Gambie, Ousseynou Barrow doit comprendre que il n'avait pas eu de chance lorsqu'il a été mis en prison. Il y a eu des élections, il fallait sauver la Gambie. Il y a eu un sacrifice qui a été fait. Il a accepté de rester en prison. Il a accepté que Barrow se présente au nom de son parti. Et la victoire avait été de leur camp. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il s'estime heureux. Il était en prison. M. Lemou l'a dit tout à l'heure. Il a été libéré. Il a été fait ministre des Affaires étrangères. Il a été fait vice-président. Je pense que Barrow, c'est une façon pour lui de le remercier, de lui dire merci pour ce que tu as fait comme sacrifice. Et donc, Ousseynou Dabo doit accepter. D'accord. On va marquer maintenant la pause. On revient après le journal pour continuer.